Salut tout le monde et bienvenue à Une Seconde Rocks. Cette semaine, on va analyser un roman de Luis Sepulveda, le vieux qui lisait des romans d'amour. Luis Sepulveda est un auteur chilien qui est né à Oval en 1949. Grand militant des jeunesses communistes, il a été emprisonné en 1973 pour le coup d'État de Pinochet. Grâce à Amnesty International, il a pu quitter le Chili en 1977 et il s'est mis à se promener en Amérique du Sud dans ces années-là pour pouvoir créer des petites troupes de théâtre à gauche à droite et militer pour différentes causes activistes. Pendant ces années, il a vécu quelques mois dans la forêt amazonienne en Équateur, dans la tribu des Shuar. Le temps qu'il a passé avec les indigènes lui a donné l'inspiration pour son premier roman qui a été traduit pour la première fois en français en 1992, donc Le vieux qui lisait des romans d'amour. Ce récit, en partie autobiographique, a connu un succès mondial. Traduit en 35 langues, le roman a été adapté en 2001 au cinéma. Auteur de plusieurs dizaines de romans de différents styles, il a vraiment laissé une marque importante dans l'histoire de notre littérature. Il est décédé en avril 2020 en Espagne des suites de la COVID-19. C'est un très court roman, alors je vous en fais un très court résumé. On nous raconte l'histoire de Antonio José Bolivar, un vieil homme avec une très grande passion, la lecture des romans d'amour. Le titre l'indique, on n'est pas surpris ici. Bolivar vit une vie relativement paisible et solitaire. Il a passé plusieurs années auprès de la tribu des Shuar dans la forêt amazonienne et il a malheureusement dû en être expulsé après un événement tragique que je ne vous raconterai pas. Après avoir dû quitter sa vie dans la jungle, il s'est installé près du village de El Idivio. Et c'est là-bas qu'il a appris par hasard qu'il savait lire. Après s'être rendu compte de cette petite technicalité, il s'est mis en recherche de littérature. Il a testé vraiment différents genres, différents styles, mais c'est vraiment les romans d'amour qui ont triomphé dans son style de roman préféré et il ne fait pratiquement ça de ses journées, de lire, de découvrir des nouvelles lectures, de relire des passages, de relire les moments qui l'ont marqué, blablabla, en continuant sa petite vie de vieux monsieur dans un village reculé, à chasser sa nourriture, vivre sa petite vie, faire ses petits trucs, voilà. Personne ne le dérange vraiment. Jusqu'à ce que, ce qu'on appelle l'élément déclencheur, la marde à pogne. Sa petite vie mollo va vraiment prendre le bord lorsqu'un cadavre de braconnier blanc a été retrouvé dans la jungle et a été ramené au village par les Shuar. Le maire, qui est un homme quand même facilement détestable, a tout de suite accusé les Shuar d'être à l'origine du meurtre et se préparait à les faire arrêter lorsque Bolivar est intervenu. Il a fait comprendre au maire qu'avec les marques que le cadavre avait sur lui, les peaux de jaguar qu'il y avait à l'intérieur de son sac et la forte odeur d'urine de chat qu'il émanait, il a prouvé que le braconnier était en fait allé dans des régions qu'il aurait peut-être pas dû, qu'il était attaqué des animaux qu'il n'aurait pas dû, et c'est ce qui l'avait mené à se faire tuer par la mère des jaguars qu'il avait attaqué. Après d'autres incidents impliquant la mère jaguar qui est en train de devenir de plus en plus en crise, le maire retourne voir Bolivar pour l'obliger, littéralement, à partir en chasse contre elle et la ramener morte parce qu'il a peur que la jaguar décide de se rapprocher de plus en plus du village, de ce qui est en train de se passer et qu'elle finisse par attaquer les villageois. À contre-cœur et sous la menace de perdre sa maison, Bolivar accepte et avec un petit groupe part en chasse à l'intérieur de la jungle pour retrouver notre mère en deuil. Le roman est divisé en 8 chapitres et comporte seulement 120 pages. C'est très court, mais pas parce que l'histoire a rien à nous raconter. Si vous avez lu la brève dédicace qu'il y a au début du roman, et si vous ne le faites pas habituellement, je vous conseille de commencer à le faire maintenant. Vous pouvez lire que Sepulveda dédie son roman à Chico Mendes, une figure importante de la lutte pour la préservation de l'Amazonie au Brésil, qui a malheureusement été assassiné en 1988 par un regroupement d'agriculteurs. Il a passé la majorité de sa vie à repousser les limites et toujours faire ce qui était le plus important pour sauver l'Amazonie. Il a vraiment gagné plusieurs prix pour ses actes activistes et il est devenu une grande figure de la révolution écologique. Ça fait du sens que Sepulveda ait mentionné Chico Mendes à l'intérieur de son roman, qu'il ait d'ailleurs dédié son roman pour lui, parce que tous les deux étaient des grands activistes. Et le roman que Sepulveda a écrit est vraiment un témoin de la violence et de la mauvaise exploitation de la forêt amazonienne. Faut pas oublier que plusieurs personnes et même des centaines de personnes se battent encore aujourd'hui pour la préservation des milieux qui sont les plus importants dans nos écosystèmes. Et il y en a comme Mendes qui ont été persécutés et assassinés. Il faut pas oublier les grands actes qu'ils ont posés et l'aide qu'ils ont apportée dans l'évolution de ce combat-là. Sans pousser l'analyse trop loin, je trouve que Chico Mendes va beaucoup se retrouver à l'intérieur du personnage
de Bolivar. Pas dans le sens où Bolivar est vraiment une figure de révolution, au contraire, il fait juste faire sa petite vie, puis faire ses petites affaires, puis pas déranger personne dans son petit village parce qu'il veut vivre sa vie, puis pas se faire chier. Mais il y a quelque chose dans le fait que Bolivar sait de quoi il parle, il sait comment protéger son écosystème, comment interagir avec lui, comment en tirer profit, donc avoir un système d'exploitation, de s'en servir pour se nourrir, pour sa propre vie, pour se développer, sans lui causer de tort, sans le marquer à jamais, sans le détruire. Et le roman de Sepulveda nous montre qu'il faut écouter ces gens-là comme Bolivar, qui savent de quoi ils parlent et qui savent comment interagir avec le milieu, en tirer ce qu'ils ont à en tirer sans détruire tout sur leur passage. Et malheureusement, ces gens-là sont souvent très persécutés par les gens qui pensent tout savoir. Mais bon, ça, on va y revenir tantôt. Un des grands problèmes que dénonce Sepulveda à l'intérieur de son roman, c'est qu'il y a des gens qui se pointent en Amazonie avec aucun respect pour elle. Pour plusieurs raisons, tous les plus égoïstes les unes que les autres. Le roman nous parle beaucoup des chercheurs d'or qui sont allés envahir le Brésil dans les années 80. Et la publication du roman de Sepulveda s'inscrit directement à cette époque-là. Donc pour vous en faire un petit contexte historique, il y a près de 40 000 mineurs qui se sont pointés dans la région du nord de l'Amazonie, dans la région de Yanomami, dans les années 80, et qui ont littéralement envahi le territoire en causant énormément de dommages aux tribus indigènes qui y vivaient. En environ 7 ans, ils ont perdu le 1/5 de leur population dû à de la dénutrition, à de l'empoisonnement au mercure, à de la malaria et des confrontations avec ces envahisseurs-là, littéralement. On peut dire des envahisseurs. Cette ruée vers l'or-là était vraiment beaucoup influencée par le président du Brésil de l'époque, qui voulait intégrer cette région-là dans la modernité. Cette position-là du président est d'ailleurs très bien illustrée à l'intérieur du roman dans un court petit extrait, mais il est également représenté par le personnage du maire, qui, malgré les avertissements de la population et ceux de Bolivar, laisse des touristes américains se promener librement dans la jungle en se foutant bien raide des règles de sécurité. Peu importe les dangers que cela représente, il y a un profit, on fait de l'argent, on se fait connaître, et faisons la promotion de cette magnifique région et ses animaux exotiques. Ce contexte historique-là, j'en avais absolument aucune idée avant que je me mette à faire des recherches pour l'analyse d'aujourd'hui. J'ai lu beaucoup d'articles qui parlent justement de cette ruée vers l'or-là, de l'influence que ça a eu sur cette région de l'Amazonie, sur le peuple qui vivait là. Et c'est exactement ce que le roman nous raconte. On est direct dans cette époque-là, dans ce moment-là et dans pratiquement cette région-là où il y a énormément de choses qui se sont passées. Bon, et dans le roman, on est plus proche de l'Équateur, donc justement dans la tribu des Shuar où Sepulveda a passé une partie de sa vie. Et cet événement historique-là se passe à l'inverse, plutôt au nord du Brésil, mais c'est exactement de ça qu'on parle. On parle des chercheurs d'or à l'intérieur du roman, comme on parle aussi des braconniers. Mais Sepulveda a écrit son roman au moment où ça se passait, au moment où les mineurs se sont pointés dans la région de Yanomami, se sont mis à tout décrisser. Et ça paraît à l'intérieur du roman. Et de le savoir maintenant, après ma lecture, ça vient me toucher un peu plus parce que je ne connaissais pas cette vérité-là, cet événement historique-là avant de lire, et je ne perçois pas la lecture que j'ai faite de la même façon, mais pas du tout. Étrangement, ce livre-là, pour moi, c'était quelque chose de très doux, une belle histoire, quelque chose de bien raconté qui, selon moi, ne relevait que de la fiction. Et pourtant, ça s'inscrit dans un contexte historique absolument marquant, et c'est quelque chose dont on ne nous raconte pas. Je n'avais aucune idée de cette tranche d'histoire-là, de cette région-là, et de l'histoire qu'elle avait à nous raconter quand j'ai lu le roman. Et maintenant que je le sais, ce roman-là, l'histoire que je viens de lire, vient de prendre une dimension complètement différente. Le poids que ce livre-là a à me partager, malgré les seulement 120 pages, est beaucoup plus important maintenant que je suis au courant du contexte historique. Alors, si vous regardez ces vidéos avant votre lecture, j'espère que ça va vous influencer à faire des recherches sur cet événement-là et de faire encore plus de liens que moi j'ai pu en avoir fait, parce que je n'avais pas l'information avant de faire ma lecture. Si vous l'avez déjà lu et que vous regardez après votre lecture, vous êtes comme moi. Mais faites comme j'ai fait, allez faire des recherches, allez trouver plus d'informations et informez-vous sur cette tranche historique-là. C'est vraiment important pour comprendre le poids de ce roman-là. Peut-être que lors de la publication, au début des années 90, les gens étaient plus conscientisés parce que ça devait, j'imagine, être dans les médias à cette époque-là. Mais c'est pas une tranche d'histoire qui s'est partagée jusqu'à ma génération. En tout cas, pas dans notre connaissance générale de l'histoire. Et pour moi, qui est quelqu'un qui lit pour en apprendre beaucoup plus sur le monde et découvrir le monde, je trouve ça vraiment dommage. Alors, je vous partage une petite tranche historique aujourd'hui et je vous invite sincèrement à aller faire vos propres recherches.
Un autre thème abordé dans ce roman-là, outre l'arrivée vers l'art des années 80, c'est l'important problème du braconnage. Des chasseurs inexpérimentés vont se promener dans la jungle pour aller chercher des animaux exotiques, morts ou vivants. À l'intérieur du roman, le chasseur mort avait chassé les petits d'une jaguar. Action imprudente et complètement stupide parce que la peau des petits était même pas utilisable, mais surtout parce que cette chasse ne fait que rendre la mer encore plus dangereuse. Le braconnage, c'est vraiment un fléau qui est important partout sur le globe. Alors, en Afrique, avec la chasse aux éléphants qui, par milliers, se font tuer chaque année pour l'ivoire de leur défense. Pour les félins en Amérique du Sud, autant que dans les montagnes du Nord où ces animaux-là sont persécutés et chassés pour leur fourrure. Et même ici, au Québec, avec les pêcheurs qui respectent pas leur quota et les chasseurs qui chassent hors saison ou qui vont chercher ou laissent complètement pour mort des animaux en plein milieu de la forêt. Parce que oui, la personne qui pêche ne serait-ce qu'un peu doré de plus que son quota est considérée comme un braconnier. Et là, parce que la définition du braconnage, c'est toute chasse ou pêche qui est illégale. Et quand tu respectes pas tes quotas, tu es illégal. La différence entre le braconnage en Afrique ou en Amérique du Sud comparé à celle au Québec, c'est surtout l'exploitation internationale. Le braconnage ici est beaucoup plus concentré sur le fait qu'on stocke de la bouffe puis on en partage avec nos voisins. C'est pas vraiment de l'exploitation à grande échelle parce qu'on l'envoie pas dans des multinationales pour aller faire des côtes de cuir puis des côtes de fourrure, là. Mais ça reste la cruauté animale et c'est vraiment un grand problème et un grand danger pour notre écosystème et la faune de notre province. Et tout ça, tout ce système de braconnage-là est vraiment en gros basé sur de l'ignorance. Un bon chasseur, un bon pêcheur, comme le sont la majorité des gens qui chassent et pêchent avec des permis pour ce qu'on appelle le loisir, ils souhaitent protéger l'écosystème, ils veulent pas le débalancer parce qu'ils savent qu'ils doivent le protéger s'ils veulent recommencer l'année d'après. Comme Bolivar dans le roman qui sait comment se déplacer sur le territoire des singes sans brusquer leur environnement, qui sait comment traquer et attraper des animaux sans les blesser inutilement, ou bien toutes les tribus qui vivent en Amazonie en espèce de cercle de la vie avec la région dans laquelle ils sont. Ils ne se considèrent pas comme étant au-dessus des lois de la nature juste parce qu'ils sont humains. Peu importe où ils sont sur la planète, les braconniers, c'est des gens ignorants. Ils détruisent la faune et la flore sur leur passage dans le seul but de faire un petit buck puis de ramasser de l'argent au final. Et malheureusement, la majorité d'entre eux, ils s'en sortent. Ils font énormément d'argent avec leurs crimes, surtout dans des animaux qu'on va considérer beaucoup plus exotiques, qu'on peut vendre leur fourrure à des grosses compagnies, ou tout ce qui est trafic d'ivoire pour en faire des bijoux et tout ça, c'est vraiment un gros fléau à l'international. Et dans les pays occidentaux, on pense que c'est pas notre problème, mais au contraire, c'est nous autres qui les achètent. Ça fait que Chris, faites attention, gars. Si tu sais pas d'où vient ton produit, tu l'achètes pas. S'il y a de la cruauté animale dans ton produit, tu l'achètes pas. Je lâche pas un gros scoop quand je dis que, historiquement parlant, les Blancs ont la mauvaise réputation d'aller foutre leur nez à des places où ils n'ont pas d'affaires et tout décrisser pour repartir à zéro selon leurs propres règles. Puis ça, c'est pas un problème qui se règle du jour au lendemain. Là, je suis pas en train de dire que seulement les Blancs qui font du braconnage et de la recherche d'or en Amazonie, mais on ne peut pas nier une réputation. Et ça donne comme ça à l'intérieur du roman, c'est l'exemple qu'il a donné. Il faut pas oublier qu'à la base, le problème, ce n'est pas un problème racial, c'est l'ignorance. C'est des gens qui se pointent dans des endroits dont ils connaissent absolument rien, des coutumes, de la culture, des règles de base de sécurité, partent avec la prétention de tout savoir, puis qui reviennent la queue entre les jambes parce qu'ils se font attaquer par des animaux, puis là ils disent « Oh mon Dieu, mais quel territoire sauvage, nous devons tous les exterminer, les contrôler. » Il faut en finir avec cette arrogance-là. Penser qu'on est maître chez nous absolument partout parce que nous sommes humains et donc nous sommes supérieurs. Et là, même là, il y a des humains qui considèrent qu'ils sont supérieurs à d'autres humains juste pour une question de supériorité d'éducation, de position politique ou juste de putain de couleur de peau, c'est complètement stupide. Parce que malgré cette conviction-là d'être supérieur, et même s'ils pensent que parce que j'ai beaucoup plus d'éducation, je suis supérieur, c'est de la grosse bullshit. Parce que ces gens-là, c'est des gros ignorants. Et là intervient l'arrogance. Parce que ces gens-là refusent d'admettre qu'ils sont ignorants et pensent qu'ils connaissent tous et qu'ils ont absolument rien à apprendre des autres. C'est destructeur. La preuve, ça a pris la vie de plusieurs personnes à l'intérieur du roman et des milliers de personnes dans la réalité. C'est vraiment la grande leçon que j'ai reçue à l'intérieur de ce roman-là de Luis Sepulveda. Et sincèrement, j'espère que vous allez en tirer des conclusions similaires aux miennes. C'est tout pour ma capsule d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les liens dans la description où j'ai fait la majorité de mes recherches. Il y a plusieurs articles qui parlent du contexte historique et des statistiques aussi sur le braconnage, autant à l'étranger qu'au Québec. N'hésitez pas à aller faire des recherches, à les pousser plus loin, mettez vos propres liens de recherche dans les commentaires, partagez et abonnez-vous à mes réseaux sociaux. Merci d'avoir été là, on se dit à lundi prochain!